Il faut considérer aussi que dans ce travail, le principe de ces deux professeurs, c'est d'avoir trouvé vraiment les vrais axes du crâne. Or, à partir du moment où l'être humain s'est mis debout, dans une position de gravité instable, il a fallu qu'il y ait un axe stable. Et cet axe stable, c'est celui qui passe par les labyrinthes de l'oreille. Labyrinthe de l'oreille, c'est ce qui permet de garder les canaux semi-circulaires horizontaux, alors que l'animal les a verticaux. C'est-à-dire que lui n'a pas besoin de cette horizontalité du plan pour se tenir debout pour certains animaux, mais pour sa fonction motrice, il n'en a pas besoin. Nous, c'est fondamental que ces canaux semi-circulaires soient horizontaux. Ces canaux semi-circulaires passent par l'intérieur de l'oreille, et à partir de ce moment-là, lorsque, évidemment, une partie de l'occiput est restée dans cette extension, ces canaux semi-circulaires vont être déstabilisés dans leur horizontalité. À partir de ce moment-là, il va falloir automatiquement qu'une torsion des os crâniens eux-mêmes rééquilibrent, avec l'aide du corps d'ailleurs et l'aide du bassin, qui lui va forcément suivre cette torsion, hein, sinon on se déhancherait, on serait de travers, va forcément suivre cette torsion pour conserver les canaux semi-circulaires dans une position horizontale. Les professeurs de Lattre et Fénard ont étudié tous les axes possibles au niveau du crâne, et le seul axe fonctionnel, dans leurs conclusions, je dirais craniométriques, c'est celui qu'ils ont retenu par rapport à un nombre d'axes très important au niveau du crâne. Dans mon enseignement, l'axe qui était principal était l'axe de la symphyse sphénobasilaire, c'est-à-dire, en fait, on peut le montrer, c'est la symphyse sphénobasilaire, c'est celle qui relie cet os qu'on appelle l'occiput avec un autre os qui est très beau, il a la forme d'un papillon d'ailleurs, et d'ailleurs il est correspondant au sacrum, cet os-là. Chaque fois que vous bougez le sphénoïde, vous bougez votre sacrum. Donc il a la forme d'un papillon, et la symphyse sphénobasilaire, c'est ce qui relie bien sûr ce sphénoïde qui est en avant avec cet occiput qui est en arrière. Le problème, c'est que cette symphyse sphénobasilaire ne sert qu'à la stabilité. Elle n'est pas fonctionnelle. Au contraire, elle permet la torsion de tous les autres os du crâne. Et cette torsion de tous les autres os du crâne va se faire sous l'emprise de deux types de membranes. Les membranes internes au niveau du cerveau, qui sont la faux du cerveau, qui est, elle, pour la stabilité, et la tente du cervelet, qui est, elle, pour la mobilité. Il y en a une qui est en forme de tente, donc qui est circulaire, et l'autre qui est en forme de triangle, puisque la faux, c'est le principe même de cette forme-là. Et à cette tension intracrânienne de ces membranes méningées va répondre toutes les autres membranes du corps, c'est-à-dire les fascias. C'est-à-dire que chaque fois que vous aurez une torsion de ces deux membranes, sous l'aspect des torsions des os du crâne, vous aurez automatiquement la même chose au niveau du corps. Et notre technique, c'est d'associer justement une partie de ces torsions des membranes avec une partie des torsions des fascias du corps, et d'en trouver la correspondance. Et il y avait un livre américain qui montrait des correspondances qui étaient assez fantastiques. Il montrait, par exemple, que le temporal, ici, dans toute sa forme, exactement, avait la forme de l'iliaque, donc était comparable à l'os iliaque. Il montrait également qu'en réunissant deux omoplates l'une à côté de l'autre, on avait exactement la forme d'une vertèbre dorsale. Il montrait également qu'en regardant un sphénoïde, on avait la forme du sacrum, et ainsi de suite. Et donc, la forme donne la fonction, et en fait, dès qu'il y a des torsions, la forme n'est plus, je dirais, en adéquation avec la fonction. À partir du moment où cet axe, qu'on appelle l'axe vestibulaire, ou labyrinthique, et c'est l'axe du corps, il est intéressant de considérer que sur le crâne, vous avez deux points qui sont fondamentaux, qui sont l'astérion, qui veut dire étoile, l'astérion, et qui en effet est un point qui est extrêmement mobile, qui va permettre l'ouverture et la torsion. Et puis vous avez un autre point qui est très important ici, qu'on appelle le ptérion, qui veut dire poutre, hein, qui est un point de stabilité pour permettre justement aux os de se mettre en torsion et de compenser cette absence de symétrie qui devrait y avoir au départ. L'être humain est fait pour être symétrique,
mais avec toutes les conditions d'évolution de l'être, on s'aperçoit qu'il est totalement asymétrique. Et donc, à cette asymétrie que l'on voit, on va avoir des os qui sont plus petits. Par exemple, on va avoir une bosse frontale beaucoup plus petite à gauche que celle de droite. On va avoir une bosse pariétale qui sera surélevée par rapport à une autre bosse pariétale. On aura une écaille ici occipitale qui sera enfoncée parce qu'elle aura subi la torsion du temporal par rapport à une autre écaille qui sera proéminente. Ceci se voit très souvent à la naissance d'un enfant lorsqu'on parle de piagiocéphalie, c'est-à-dire en fait l'enfant a la tête très plate d'un côté, ce qui d'ailleurs panique les parents. Très souvent on dit « oh mais c'est pas grave, ça s'arrangera », mais en fait c'est déjà le signe en effet d'une asymétrie très importante pour l'enfant, et c'est souvent le signe qu'un enfant s'est développé dans un endroit particulier de l'utérus parce qu'il n'a pas pu se développer ailleurs. Certainement lié à l'encombrement de traumatismes utérins dont on a déjà un petit peu parlé ensemble dans le premier module. Donc il est certain que ça entraîne des torsions qui pour nous en thérapie crânio-faciale sont tout à fait corrigeables, que l'on voit se corriger au fil du temps quand on suit ces enfants-là. Et ce qui est très important, c'est que comparativement à l'animal, nous avons une surface articulaire en plus que celle de l'animal, qui montre d'ailleurs et qui prouve cette descente de l'occiput, c'est que nous avons ce qu'on appelle, nous, une surface de comblement, car la nature a horreur du vide. Alors tout ce qui est vide, elle va le combler. Et à partir de ce moment-là, on a une surface, nous, ici, qui est une surface que n'ont pas les animaux, et qu'on appelle la surface de comblement, et qui prouve encore la flexion de l'occiput. Nous, par exemple, dans nos tests, eh bien, cette surface de comblement est plus ou moins large, et quand elle est très réduite, elle nous prouve que l'occiput est bien en extension plus d'un côté que de l'autre. D'autre part, il y a une chose qui est très importante, c'est que nous faisons confiance finalement à la mobilité des os du crâne par rapport au mouvement respiratoire primaire, c'est-à-dire au mouvement liquidien, au mouvement du liquide céphalorachidien. Et en fait, ce n'est pas la vraie réalité. C'est-à-dire, les os du crâne ne vont pas se déplacer du tout comme ça. Ils ne se déplacent pas tous en flexion, tous en extension ou tous en rotation interne ou rotation externe. Les os du crâne vont se déplacer, comme je viens de le dire, en torsion. Et cela sous l'effet justement de ces deux membranes que je viens de citer, mais également sous l'effet de la dure-mère crânio-sacrée, c'est-à-dire cette membrane qui va aller tout le long de la colonne vertébrale et qui va s'insérer au niveau du sacrum et qui va finalement, comme c'est une membrane, encore une fois, qui est dure, compenser tous les strains du corps dont on a parlé, que ce soit des strains entre deux organes, que ce soit des strains entre un organe et un os, que ce soit un strain entre un viscère et un organe, etc. Et donc, tous ces strains vont se répertorier sur cette membrane, s'inscrire dessus, se copier dessus, et vont aller se copier avec des strains qui sont correspondants au niveau du crâne. Dans l'apprentissage des techniques crânio-faciales, j'ai appris dans les techniques crâniennes antérieurement qu'il fallait faire confiance à la mobilité du mécanisme respiratoire primaire, qu'il avait un cycle de 16 mouvements par minute, que c'était en fonction des torsions de la symphyse phénobasilaire dont on vient de parler, qu'il fallait faire ce qu'on appelle un train de lésion ou des straines verticales, etc. Pour moi, dans la technique crânio-faciale, il n'en est rien. À partir du moment où l'occiput est en extension, les os du crâne vont se déformer et se mettre en torsion pour essayer de ramener la base occipitale vers le bas. Et à partir de ce moment-là, il est évident que ce déformant, ils entraînent une pression plus importante, puisqu'ils vont forcément amener le liquide à partir d'un côté ou de l'autre en fonction de la torsion, si elle est droite ou gauche. Et à partir de ce moment-là, on va évidemment sentir la mobilité. Mais c'est par la déformation extérieure des os du crâne et non pas par l'intérieur qu'il faut démarrer dans l'apprentissage, à mon avis, de l'ostéopathie crânienne. C'est intéressant dans la technique crânio-faciale de comprendre ce sens de torsion de ces fibres en strain. Et il faut savoir, à partir du moment où vous avez cette torsion-là,
le cerveau a une qualité, c'est la plasticité. Moi, je me souviens, je faisais des dissections à la faculté de médecine de Tours, qui avait une chaire de dissection très importante, et on avait la chance de pouvoir faire de la dissection. Et lorsqu'on ouvrait une boîte crânienne, moi j'étais confondu de voir à quel point le cerveau était de l'eau, et à quel point il était absolument hyper mobile et pouvait se déplacer en avant, en arrière. La masse cérébrale pouvait aller plus d'un côté que de l'autre, et on observait en effet qu'à l'ouverture des boîtes crâniennes, moi déjà à l'époque j'étais intéressé par le développement de cette masse cérébrale, et je m'apercevais que le cerveau des fois était compressé très fortement en avant ou très fortement en arrière, ou très fortement en avant sur un côté et en arrière. Et là, j'ai compris que dans toutes ces aires corticales où il y a toutes les fonctions, qu'elles soient sensorielles ou motrices, j'ai compris que finalement, il y avait des aires corticales qui étaient anesthésiées ou qui étaient en dysfonction par rapport à ce manque d'équilibre de la masse cérébrale. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du cortex frontal, du néocortex. Eh bien, on s'aperçoit que la masse cérébrale est beaucoup trop en avant et qu'elle est extrêmement compressée vers l'arrière et poussée vers l'avant. Et donc, je pense que le cerveau favorise, en fonction des conditions de stress, certaines aires corticales et en abolit d'autres qui sont trop surchargées par l'inconscient. Je voudrais revenir sur la mobilité de ces os du crâne. Il est certain que la notion qui a toujours été reconnue, c'est que la boîte crânienne n'est qu'un seul os en fait et n'a pas de mobilité. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut considérer la mobilité. Il faut considérer la mobilité dans un ensemble de fibres osseuses pour chaque os qui, elles, vont être mobiles, se mettre en torsion. Ce qui prouve ça, finalement, et ça a été prouvé par le professeur Tamboise à l'université de Bobigny, il a prouvé que finalement les sutures crâniennes possédaient des ostéoblastes et des ostéoclastes. Qu'est-ce que c'est qu'un ostéoblaste? Un ostéoblaste, c'est des cellules qui construisent l'os. Un ostéoclaste, c'est des cellules qui les détruisent. On a ça dans notre processus, sinon on aurait des épines partout s'il n'y avait pas à chaque fois, sous l'effet musculaire évidemment, car le phosphate tricalcique ou le calcium se déplace aux endroits de plus forte traction. Donc si à chaque fois on avait une traction comme ça, on aurait des protubérances partout, on serait horrible. Et en fait, il y a un jeu des ostéoclastes et des ostéoblastes qui fait que les sutures crâniennes ont réalisé en elles ce qu'on appelle des tables internes et des tables externes, c'est-à-dire qu'en fait, elles frottent l'une sur l'autre. Donc, par exemple, un temporal ici, qu'on voit très bien, ici, il y a une suture qu'on appelle une table externe et une autre suture ici, à l'intérieur, qu'on appelle une table interne. Il y a un frottement des fibres intraosseuses, les unes pariétales et les autres temporales, les unes avec les autres, qui amènent dans leur torsion, finalement, à mobiliser ostéoblastes et ostéoclastes. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la mobilité des os du crâne. Mais il ne faut pas considérer qu'un os du crâne fait un mouvement de rotation comme ça. Non, simplement, quand il y a une descente, par exemple de l'occiput, comme je l'ai expliqué, eh bien, si cette descente de l'occiput, c'est parce que les fibres du temporal vont le tirer. Il y a ouverture du temporal pour mettre les canaux semi-circulaires horizontaux. Donc le temporal va faire une rotation vers l'extérieur, mais c'est les fibres qui font une rotation vers l'extérieur. Et donc amène l'occiput à ce moment-là à se mettre dans une position de flexion. Mais on n'est pas à une mobilité en disant l'os bouge dans un sens, bouge dans l'autre. C'est la torsion des fibres intraosseuses qui donne l'aspect de mobilité, parce que derrière, évidemment, quand elles se mettent en torsion, elles augmentent la pression liquidienne et on a la sensation du mouvement.